Bonjour à tous. Alors, le soleil se lève sur le DevFest. Vous avez peut-être les yeux qui collent encore un peu, peut-être même un peu mal au crâne ou mal aux cheveux. Certains ont même affronté jusqu'à la pluie pour venir ce matin, pour passer avec nous cette journée, pour attaquer cette nouvelle journée de conférences, de rencontres, d'apprentissage. Et je vous propose qu'on démarre tranquillement, qu'on démarre avec une belle histoire, une histoire de réconciliation. Pensez Ben Affleck et Josh Hartnett, pensez Julia Roberts et Suzanne Sarandon, Rod Serrocchi. Et qui de mieux pour nous parler de tout ça que deux speakers aguerris qui représentent à travers eux deux mastodontes de la tech. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir, s'il vous plaît, Olivier Leplu et Johan Lasorsa. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus aussi tôt pour voir ce talk. Effectivement, on va parler de réconciliation dans ce talk. Juste pour savoir un petit peu qui est développeur web, du coup, j'imagine la vaste majorité. Super, plein de mains qui se lèvent. Qui adore le CSS? Ouh, quand même. Est-ce qu'il y en a qui... un peu moins. Il y en a quand même moins, oui. Est-ce qu'il y en a qui font du CSS parce qu'on est un peu obligé quand on fait du dev web et qui savent faire les basiques, mais qui... Franchement, des fois, c'est un peu magique, on ne sait pas pourquoi. Ok. C'était un peu notre cas, nous aussi. Moi, pendant des années, je fais développement web depuis plus de 10 ans. Pendant des années, le CSS, c'était un peu genre, ouais, je sais comment ça marche. Je sais faire les trucs basiques, c'est cool. Par contre, des fois, je copie-colle des trucs, ça marche, je ne sais pas pourquoi. Des fois, j'écris des choses qui m'ont l'air super logiques et ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc, pendant longtemps, le CSS, ça a été un peu une relation d'amour et de haine un petit peu partagée sur le fait que... c'est vraiment cool de faire des trucs jolis, mais franchement, des fois, c'est super frustrant. Et puis pendant le confinement, je suis tombé sur une chaîne YouTube avec un gars qui faisait des trucs de dingue en CSS. Et je me suis dit, franchement, il y a des choses sympas finalement à faire. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Et je me suis rendu compte que le CSS, c'est un petit peu comme... vous savez, JavaScript en 2016, quand on a ECMA 2016 qui est arrivé et où il y a eu plein de nouvelles features, on s'est dit, ah, c'est cool, JavaScript, ça bouge un peu maintenant. Ça évolue comme langage. Et ben, CSS, c'est un petit peu la même chose qui traverse en ce moment. C'est-à-dire que depuis 2 ans, on a pas mal de nouvelles features qui arrivent. Et on a plein de choses dans les tuyaux. Et du coup, le langage évolue beaucoup. Et on peut faire des choses super sympas. Je ne sais pas s'il y en a qui, comme moi, ont été souvent jaloux des développeurs mobiles qui faisaient des trucs super ouf dans leurs applications et que nous, on ne pouvait pas en web. C'était super frustrant. Bref, du coup, on va vous montrer comment CSS a évolué ces dernières années, comment il va évoluer dans les prochaines années. Donc, on va avoir pas mal de démos, des choses qui marchent déjà, vous connaissez déjà peut-être d'ailleurs, des choses qui marchent dans certains navigateurs, derrière certains flags et qui, on espère, arriveront bientôt. En espérant que quand vous sortez d'ici, vous direz, en fait, le CSS, c'est quand même vachement plus sexy que je pensais. Bref, si le pointeur commence à ne pas marcher, on ne va pas s'en sortir. Donc moi je m'appelle Olivier, je travaille chez AWS en tant que développeur advocate et je suis un développeur web et j'adore ça. Et je suis avec... Moi c'est Johan, je travaille chez Microsoft aussi en tant que développeur advocate et c'est pareil, je suis tombé dans le web quand j'étais petit, même si au début, comme le disait Olivier, c'était pas mon truc favori. Alors, Olivier l'a dit en intro, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui le CSS, on a vraiment énormément de choses qui arrivent tout le temps. Vraiment, littéralement, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités. C'est assez facile de perdre le cap de qu'est-ce qui arrive. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, limite, il y a des fois un peu trop de trucs qui arrivent et ça devient très compliqué de suivre tout ça et de savoir qu'est-ce qui est utilisable, qu'est-ce qu'on peut vraiment appliquer dans son projet et comment on se tient au courant finalement de toutes ces nouveautés qui arrivent pour se tenir à jour tout simplement et être capable d'en profiter. Alors pour ça, il y a 2 sites internet qui sont vraiment pas mal.
Le premier, alors faut passer outre le design justement, je pense qu'il est resté un peu dans les années 90, lui il n'a pas profité des dernières nouveautés côté CSS, mais c'est le site du W3 pour le CSS, où pour le coup ce qui est pas mal fait, c'est qu'il y a des snapshots annuels où justement on peut voir année par année quelles nouvelles features ont été rajoutées dans le langage, et bon, si après vous voulez voir le détail, on peut rentrer dans le détail, c'est pas forcément super lisible, mais au moins on peut garder trace des news qui arrivent régulièrement. Et plus intéressant, si vous aimez bien anticiper un petit peu, justement, pour ne pas être surpris quand il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a un GitHub qui existe, qui est celui du CSS Working Group Draft. Vous pouvez voir les issues, en fait, où même si vous avez une super idée de quelque chose qui vous embête énormément dans le CSS et que vous aimeriez bien corriger, vous aimeriez bien voir comme nouvelle fonctionnalité, vous pouvez écrire justement une spec et ça va passer plusieurs étapes avec des gens qui vont commenter, qui vont éventuellement dire ah ça peut être intéressant, mais on pourrait changer telle chose, etc. Donc on va discuter finalement des specs, des choses qu'on aimerait voir dans CSS. Donc vous pouvez voir aussi tout ce travail-là, c'est super intéressant. C'est un peu l'équivalent du TC39, si vous connaissez plus ce qui se passe côté JavaScript, c'est pareil, c'est un peu le même process de validation. Donc ça permet de se tenir au courant des choses qui sont arrivées et qui vont arriver. Quand on parle de CSS, un des gros problèmes qu'on a eu par le passé, puis qu'on a toujours un petit peu dans une certaine mesure, c'est l'interopérabilité entre les différents navigateurs. Alors ça, c'est un truc qui est quand même cool, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même bien pris en compte par justement toutes les compagnies qui font les navigateurs aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, il y a un système qui font qu'ils ont un focus justement par année, notamment par période. Et là, vous pouvez voir sur le site justement d'Interop, il y a le lien en bas. Vous pouvez voir en fait pour l'année 2023 sur quel est le focus justement sur certaines fonctionnalités du web, donc CSS mais pas que, sur lesquelles justement tous les navigateurs se sont mis d'accord pour travailler ensemble et pour garantir via une suite de tests qui sont interopérables entre eux. Donc vous pouvez voir justement fonctionnalité par fonctionnalité quel est le niveau d'interopérabilité. Ce qui est super important pour nous en tant que développeur web, parce que l'idée c'est qu'on fasse du code qui marche partout. Parce que sinon c'est là où ça commence à se compliquer. C'est pas grave. Ce que je peux faire en attendant, à la limite, c'est peut-être ouvrir le site web. Hop. Est-ce que tu me l'avais ouvert dans un navigateur quelque part ? J'ai encore 2 micros sur moi là. Ok, désolé, petit problème de micro qui se casse la figure. Custom Property, on va commencer par un truc plutôt qui n'est pas si nouveau que ça. Qui est-ce qui connaît Custom Property? Ok, je pense qu'il y a plus de monde qui connaît. Finalement, c'est parce que le nom est peu connu. Ce qui est bien, c'est que c'est supporté dans tous les navigateurs aujourd'hui. Et Custom Property, c'est l'équivalent finalement de faire des variables en CSS. Et l'idée, c'est de se dire, voilà. Ah oui, c'est ça, les custom properties. L'idée, c'est de se dire, voilà, on va pouvoir définir ce qu'on a, une espèce de variable qu'on va pouvoir après utiliser dans le code et se dire, voilà, à cet endroit-là, finalement, c'est cette variable-là que je vais utiliser. C'est que, l'exemple, par exemple, sur des couleurs ou des tailles de fonte, on n'a pas besoin de à chaque fois réécrire la même chose. C'est que quand on veut changer, on n'a pas besoin de changer partout. Et ce qui est bien, du coup, c'est quand on fait des media queries, voilà, on peut redéfinir toutes ces variables. Même chose quand on fait des thèmes clairs, thèmes sombres, ce genre de choses. On peut effectivement assez facilement, juste avec quelques variables, complètement changer l'interface de notre application. Donc voilà, Media Query, pas si révolutionnaire que ça. Media Query, pardon. Custom Properties, pas si révolutionnaire que ça. Enfin, pas si nouveau que ça, mais quand même un gros changement dans le CSS, que c'est des choses qu'on pouvait faire en SAS et qu'on ne pouvait pas faire en CSS avant. Il y a beaucoup de choses, vous verrez, qu'on pouvait faire en SAS et qui arrivent dans CSS, ce qui est plutôt bienvenu. Et on peut les chaîner. Donc, par exemple, on peut très bien avoir ce genre de choses, donc des variables avec des fallbacks si jamais la variable n'existe pas, qui vont arriver à la fin jusqu'à une valeur. Là, on peut chaîner les custom properties. Et puis, c'est cool de les avoir en CSS, mais on peut aussi y avoir accès en JavaScript. Donc, en JavaScript, vous pouvez récupérer une custom property et la modifier directement si vous voulez. Donc, c'est cool. Les API sont complètes en CSS, en JavaScript. Ça marche. CSS nesting. J'en parlais justement de SAS. Qu'est-ce qui fait beaucoup de SAS? Ok, cool. Il y a un truc en SAS qui est quand même super cool, qui n'est presque pas la raison pour laquelle j'utilise SAS, c'est le nesting. C'est-à-dire le fait de pouvoir faire des choses avec, vous savez, des CSS qui sont en cascade, mais c'est un peu le principe du CSS, mais qui sont nestés. Et on pouvait faire ça du coup en SAS, plutôt que de faire ça en JavaScript. Ce qui était quand même vachement plus lisible. Ce qui est cool, c'est que du coup, maintenant, en CSS, on peut aussi le faire. Alors, la syntaxe n'est pas exactement la même, parce que vu que ce n'est pas préprocessé, il faut qu'un navigateur puisse quand même
parser votre CSS. Mais vous écrivez ça en JavaScript et ça marche. En CSS. Ouais. Et 9h du mat. En CSS, vous écrivez ça. Ça marche aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de transpiler. Il y a juste qu'effectivement, je vous expliquais, il y a quelques petites choses qui changent. Par exemple, le petit éperluette, là, il faut le mettre quand il y a une cascade avec un espace. Parce que sinon, TD, il ne sait pas que effectivement, c'est une propriété qui va être sous color table. Par contre, quand c'est une classe, il n'y a pas besoin de mettre le et. Donc voilà, il y a quelques petits ajustements comme ça qu'il faut apprendre. Mais ça, c'est du CSS valide et on peut utiliser maintenant sans forcément passer par du SAS. Ce qui est quand même plutôt cool et vachement plus lisible que du CSS de base et sans passer par du SAS. Ok, Has, un petit peu de démo. Has qui est supporté par tous les navigateurs. Je crois que il y a juste un petit bug dans Firefox, mais il travaille dessus normalement. Il y en a qui connaissent Has en CSS? Ok, quelques-uns, c'est cool. Et de Has, c'est de faire des sélecteurs. J'ai une super page là, avec globalement trois sections qui sont là, avec chacun une image dedans. Enfin, le premier et le dernier. Et l'idée, c'est de dire, je veux sélectionner les sections. Bon, sélectionner les sections, vous savez faire. Hop, on va faire un truc comme ça. Voilà, là, j'ai sélectionné toutes mes sections. C'est cool, mais si je veux dire, je veux sélectionner que les sections qui ont une image. Et là, en CSS, ça commence à être un peu compliqué à la base de se dire, mais non, mais je ne peux pas sélectionner un parent en fonction de ce qu'a ses enfants. C'est là qu'en fait, As, effectivement, est assez cool. C'est que je vais pouvoir dire un truc comme ça. Je vais dire, là, je veux sélectionner que les sections qui ont une image, et c'est sur elles que je veux appliquer le CSS. Puis on peut même faire des trucs en disant, on peut les chaîner, je veux sélectionner que les sections qui ont une image, et qui ont en plus une div juste derrière. Donc voilà, vous voyez que la première, la section là, il y a une div juste derrière. Et du coup, là, je vais sélectionner finalement que les sections qui ont une image et qui sont suivies par un div. Donc on peut faire des choses comme ça, ce qui est plutôt cool. Et pareil, là, j'ai une liste en dessous. Donc là, c'est une liste aussi assez standard, donc des UL et LI. Et je vais dire, pareil, sélectionner tous les UL, bon, c'est simple, je ne vais pas vous le refaire. Mais par exemple, je vais dire, voilà, je vais sélectionner que les UL qui ont au moins 4 éléments. Donc vous voyez, là, il passe en rouge. Donc je vais dire, voilà, s'il y a 4 éléments ou plus, je veux appliquer un style à ma liste. Puis je peux même encore dire, je peux même dire que, je vais appliquer un CSS, un style, que si j'ai 4 éléments dans ma liste. Donc on commence à pouvoir juste en CSS, à pouvoir styliser vos listes, par exemple, juste en fonction du nombre d'éléments qu'on va avoir dedans. Donc c'est assez cool de pouvoir sélectionner des parents en fonction de leurs enfants, ou même en fonction de leurs siblings, de ce qu'il y a avant ou après, comme je vous ai montré avec le plus div juste au-dessus. Plutôt cool, non? On va faire ça. Génial. Ok. Toi, je te crois là. Je vais reprendre la main. On va changer un petit peu de sujet. On va parler couleurs. Qui aime bien écrire des couleurs en CSS? Enfin, assez souvent. Parce qu'on a besoin, pas forcément parce qu'on aime bien. Bon, juste pour dire que du coup, la notation a un petit peu changé. Alors avant, vous connaissez peut-être la formule justement, par exemple, quand on ne serait pas en hexa, qu'on veut définir des couleurs, notamment avec de la transparence, on utilise RGBA par exemple. Donc les différentes composantes de couleurs, on les mettait avec des virgules. Aujourd'hui, il y a une syntaxe alternative qui est sortie où on vire les virgules, on met des espaces et si on doit rajouter le canal alpha, on le rajoute avec un slash. Donc c'est beaucoup plus simple, mais c'est surtout qu'on va en avoir besoin si on veut pouvoir utiliser toutes les dernières fonctionnalités de couleurs de CSS. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on peut toujours utiliser l'ancienne approche, ça ne va pas péter votre code. Par contre, si vous voulez profiter notamment des nouveaux espaces de couleurs, parce qu'aujourd'hui dans CSS, il y a aussi la notion d'espace de couleurs qui a commencé à être intégrée, notamment justement pour profiter de nos super écrans qu'on a de partout, qui vont faire un peu plus que du sRGB, justement qui vont permettre d'aller, notamment tous les écrans OLED qu'on a maintenant sur les smartphones, qui vont permettre d'aller plus loin, faire des couleurs qui sont encore plus flashantes, etc. Voilà, pour profiter de ces nouvelles fonctions de couleurs, du coup, on est obligé d'utiliser la nouvelle notation. Vous allez voir qu'il y a des trucs un peu plus sympas encore que ça, notamment quand on va commencer à parler de color mix. Donc Olivier a parlé tout à l'heure de variables en CSS, il a parlé de nesting. Moi, il y a une troisième chose pour laquelle j'utilisais beaucoup SAS, notamment quand on veut commencer à faire des design systems, c'est notamment le fait de pouvoir donner une couleur de base et pouvoir dériver d'autres couleurs à partir de cette couleur-là sans avoir à les calculer à la main.
Et avec Color Mix, on peut aujourd'hui faire ça directement. Donc ça, c'est typiquement le genre de code, je ne sais pas si ça parle à des gens ici, ce genre d'approche. En gros, on définit une couleur de thème, je ne sais pas, par exemple, dans Bootstrap, ça va être votre couleur primaire. Et après, en général, on va calculer les autres en disant, tiens, on prend la couleur de base et on lui met un peu plus clair, on la met un peu plus foncée, on rajoute un peu de transparence ou éventuellement on la mixe avec d'autres couleurs. Donc on avait des fonctions SAS pour faire ça, mais il fallait un préprocesseur, d'ailleurs, que ce soit SAS, LESS ou autre. Maintenant, on peut le faire en CSS, notamment avec Color Mix. Donc Color Mix, ça fait depuis le début d'année à peu près que c'est disponible dans tous les navigateurs. Donc il faut lui préciser dans quel espace de couleurs on va mélanger nos couleurs. On lui donne une couleur de base, un pourcentage pour ajouter ça dans le mix, une deuxième couleur et combien on en veut. Et avec de ça, on peut reproduire justement la même chose qu'on avait en SAS. On a quelque chose d'encore mieux qui vient d'arriver, et quand je dis qui vient d'arriver, c'est que c'est vraiment tout neuf. On a mis à jour les slides hier et la démo hier soir, parce qu'en fait, tout simplement, il y a eu une release des navigateurs qui date de la semaine dernière, qui fait qu'on a une nouvelle fonction qui est maintenant dispo dans tous les navigateurs, qui permet de faire ça de manière encore plus simple. Donc on a toujours Color Mix quand on veut mixer des couleurs, mais on peut notamment récupérer des composants particuliers d'une couleur. Par exemple, si j'utilise le mode HSL pour teinte, saturation, luminosité, je peux dire que je peux récupérer ma couleur avec From, dire tiens, je vais récupérer ma couleur de base, je veux récupérer la teinte, la saturation, mais je veux juste changer la luminosité. Ça maintenant on peut le faire. Du coup, par exemple, si on veut faire une couleur plus claire ou plus foncée, on récupère juste les composantes et on change uniquement ce qu'on veut. Pareil pour le canal alpha. On peut dire je récupère mes 3 composantes et je veux juste varier la transparence derrière. Donc ça vraiment c'est tout neuf. Quand on vous dit qu'on vous montre des trucs tout neufs, ça vient juste d'arriver. Donc concrètement, ça donne quoi en pratique? Si je retrouve la petite démo. Donc voilà. En général, ce qu'on veut faire, alors là je vous remontre l'exemple justement en SAS et ce que ça donne, c'est pas forcément très joli. Le but en général, c'est plutôt d'arriver à faire quelque chose comme ça. Alors avant, ça c'est plutôt ce qu'on avait. Changement de clavier, excusez-moi, sinon ça va pas le faire. Voilà. Alors, on pouvait faire des choses similaires, dire qu'on avait une couleur de base, mais quand on n'avait pas accès justement au CSS niveau 5, ce qu'on était obligé de faire, c'est de dire je veux une teinte. Je ne pouvais pas dire lui donne une couleur exactement précise. Je prends une teinte et puis après j'utilise la fonction HSL pour faire varier la saturation, la luminosité, pour éventuellement faire un peu comme dans Material Design, ma palette de couleurs pour ce que je voulais. Mais ça, c'est pas super flexible parce qu'on n'a que la teinte. Aujourd'hui, t'as pas mis à jour la démo, Olivier. C'est pas bien. Oh. J'ai pool ce matin. T'as pas pool ce matin, non. Aujourd'hui, du coup, on peut le faire avec Color Mix, comme je vous l'ai montré, mais on peut aussi le faire, par exemple, du coup, je vais le faire en live, avec, par exemple, HSL, plus simple, où on peut dire, ici, je récupère ma variable ici de couleur, je récupère ma composante teinte, saturation, et je veux changer la luminosité. Par exemple, je veux dire ici, je sais pas, 90% de luminosité. Il est où le pourcentage? Hop. Est-ce que ça se met à jour? J'ai pas de typo. Ah la light démo là. J'ai peut-être une typo. C'est Olivier qui m'a cassé le truc ce matin. Bref, on peut faire ça. L'idée, c'est que voilà, vous pouvez définir une couleur de base avec des variables CSS et directement dérouler toute votre palette de couleurs depuis ça. Donc c'est juste pour montrer l'intérêt que ça a derrière. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui bossent justement sur des design systems ou des suites de composants que vous customisez pour vos applis. Non, il y en a quelques-uns parmi vous qui sont plus de ce côté-là. Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Donc voilà, c'est quand même super intéressant pour cet aspect-là. Maintenant, on va passer aux Media Queries. Super. Les Media Queries, tout le monde utilise? Ouais. Mobile First, tout ça. On va pas revenir sur Mobile First. C'était les talks d'il y a 5 ans. Donc j'espère que vous connaissez les Media Queries. Media Queries, moi je me souviens quand c'est arrivé, je trouvais ça génial. C'est quand même super cool. Mais finalement, il y a quand même des choses qui sont un petit peu embêtantes. C'est que les Media Queries, c'est par rapport au viewport de votre écran, de votre navigateur, peu importe, c'est par rapport au viewport. Et finalement, on peut se dire, ça serait quand même cool que les Media Queries puissent s'appliquer aussi directement sur des composants, dans des composants. Et donc, il y a les Media Query Range qui sont arrivés, qui sont en plus portés dans tous les navigateurs maintenant, qui font exactement ça. Par exemple, j'ai une démo là, hop, qui ressemble à ça. J'ai trois divs. Si je regarde mon HTML, à quoi ça ressemble? J'ai 3 divs, un qui a écrit small, medium et big. Et globalement, c'est ça. Ils ont chacun une taille de 500 pixels, 700 et 900 pixels. Super simple la démo. Et du coup, oui, nesting, ça marche, c'est cool.
Et donc, démo, j'ai une media query qui dit que voilà, quand la box elle est inférieure à 600 pixels, c'est en bleu, entre 600 et 800, c'est en vert, et supérieur, c'est en rouge. Jusque-là, rien de bien spécial. Hein. Quand j'ai mon viewport qui passe à 600, tout le monde passe en vert, et à 800, tout le monde passe en rouge. Mais finalement, là, je peux me dire, ouais, mais mon small, moi, il fait toujours moins de 600. Et finalement, moi, lui, j'ai envie qu'il ait un comportement par rapport à sa taille à lui, pas par rapport à la taille de l'écran. Ben, c'est là que les containers media query, elles arrivent, et finalement, au lieu d'utiliser le keyword média, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va... Ouh là là, ça s'en avertit. On va utiliser le keyword container à la place, et sur le container parent, on va juste spécifier que c'est un container type inline size, qui est celui, globalement, le seul que vous devez retenir. Je crois qu'il y a 2 container types qui existent, mais... Et en fait, l'idée, c'est que là, du coup, hop, on va sauvegarder, je vais avoir un comportement différent. C'est-à-dire que quand je vais passer au-delà de 600 pixels, j'ai le medium et le big qui vont passer en vert, mais mon small, lui, il fait toujours moins de 600 pixels, donc il va rester en bleu. De la même manière, quand je vais continuer à augmenter, je passe au-dessus de 800, et là, il n'y a que les containers qui font plus de 800 pixels qui vont passer en rouge. C'est quand même super cool, parce que du coup, si jamais je prends un autre exemple, qui est un peu plus concret, là, j'ai un blog, donc assez simple, hein, vous avez une slide nav sur le côté, et puis du contenu au milieu. Et vous voyez que les conteneurs qui sont en violet, là, c'est exactement les mêmes, finalement. C'est le même code qui est copié-collé. Mais en fait, comme il y a un media container query, dessus, il a un comportement différent. C'est que quand je commence à resizer ma page, vous allez voir que, hop, à un moment, celui du milieu, là, bah, il est arrivé sur un parent qui a une taille qui est inférieure à celle qui déclenche le media query, et du coup, il va changer de style. Pareil, si je continue et que je passe sur un site qui est un peu en mobile, là, je vais passer sur une vue verticale, donc ma slide nav, elle passe en bas. Et donc là, je repasse pareil sur un autre type de media container query. Et puis, si je continue à rétrécir, je repasse sur une vue verticale. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est exactement le même composant, mais qui a un comportement différent, non pas en fonction de la taille du viewport, parce que c'est pas ce qu'on veut là, mais en fonction de la taille de son parent. C'est quand même, finalement, ce qu'aurait dû être les media query depuis le début, je pense. Donc, c'est assez sympa que ça soit arrivé, parce que c'est pas forcément la taille de l'écran qui compte. C'est la taille du compte. Enfin, ouais, je vais m'arrêter là sur cette, cette improvisation. Voilà. Et en fait, je vous ai parlé d'un truc qui n'était pas du tout ça. Je me suis planté. Tu as parlé des container queries et pas des container queries. Vous avez eu une pré-démo de la future démo. C'est les media query range. Personne ne remarque que je parle de container media query alors que le titre c'était media query range. Ok, media query range du coup. On repart sur ça. Media query range, c'est comment on écrit des media query. Pareil, c'est du sucre syntaxique, mais ça c'est comment on écrit des media query aujourd'hui. Moi je sais qu'à chaque fois, j'ai quand même mon cerveau qui met 3-4 secondes, allez une demi-seconde peut-être, à me dire max width 750, c'est quand c'est en dessous de 450, 750, c'est au-dessus de 750. C'est toujours la galère. Et donc on a une nouvelle notation qui est quand même bien plus facile à lire pour des humains, qui est de dire voilà, on va dire que c'est inférieur ou égal à 750, et on peut aussi les combiner quand on a une media query qui ressemble à ça. On va pouvoir écrire quelque chose qui est comme ça, qui est quand même beaucoup plus simple à lire, et mon cerveau met moins d'une demi-seconde maintenant à comprendre de quel type de taille d'écran et de viewport on parle. Et ça marche aussi avec les containers media query, qui est une super transition parce que c'était la prochaine slide, et je vous ai déjà fait la démo. Voilà, container queries, je vous ai fait la démo, super cool, c'est sur Redshift les media query dès le départ, et du coup on peut effectivement appliquer des styles CSS, non pas en fonction du viewport, mais en fonction de la taille du container parent. Du coup, comme je fais n'importe quoi, je vais te laisser parler pour la suite. Bah, la suite, c'est les viewport units. Tu parlais justement en intro qu'on se disait à l'époque, je ne sais pas s'il y en a parmi vous aussi qui sont développeurs mobiles ou qui l'ont été par le passé. Il y en a quelques-uns ici Ah, quelques-uns quand même. Si vous avez fait du mobile, il y a un truc qu'on s'est dit, c'est justement, on aime bien faire des choses justement sur mobile, on aimerait bien pouvoir les répliquer dans le web. Et il y a un truc qui nous a embêtés, notamment parce que sur desktop, en fait, on avait les viewport units sans VH, sans VW pour dire tiens, je prends toute la hauteur de ma fenêtre, toute la largeur de ma fenêtre. Ça marche bien quand on est sur desktop. Quand on est sur mobile, c'est un peu plus compliqué, notamment parce qu'on a une interface, l'interface du browser, qui change en fonction du contexte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on a toujours le moment où quand on veut faire un truc qui prend pile poil la hauteur de l'écran,
ça déborde ou il n'y en a pas assez selon le contexte, parce que quand on a la barre de navigation qui est remplie, ça déborde, et puis après quand on passe en mode, dès qu'on commence à scroller, il y a la barre de navigation en général qui diminue. Là on a la bonne taille, mais du coup il faut avoir bougé pour qu'on ait la bonne taille. Et si l'utilisateur a le malheur de cliquer, c'est pareil, il y a les choses qui se mettent à redéborder. C'est pas super pratique quand on veut faire des applications par exemple où il n'y a pas de scrolling et qui reste tout le temps en plein écran, donc simuler un peu une application native mobile. Mais heureusement, maintenant, on a des nouvelles viewport units pour corriger ça, notamment par une définition qui dit, justement, quand on a l'interface du navigateur qui est remplie, donc avec la barre de boutons en bas ou en haut selon votre navigateur, et la barre d'URL, ça va s'appeler le small viewport. Et quand on a la pleine place, on va appeler ça le large viewport, ce qui nous permet de faire des choses comme ça, plutôt que d'utiliser VH ou VW, on va utiliser SVH pour Small View 8 ou LVH pour Large View 8, donc ce qui va me permettre de cibler soit quand on est en petite taille, soit en grande taille. En général, en fait, ces unités-là, la plupart du temps, en fait, on s'en fout un peu, parce que ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ça. C'est plutôt Dynamic View 8 pour dire, OK, je veux, quelle que soit la taille de mon UI, je veux toujours que ça prenne 100% de la hauteur. Et on utilise les DVH, et du coup, quelle que soit l'interface qu'on a sur votre mobile, que vous ayez scrollé ou pas scrollé, au moins, en côté CSS, ça va s'adapter, ce sera toujours bon. Donc ça, c'est le truc qui nous a manqué quand même pendant pas mal de temps. Ouais. Notamment, il y a quelques années, ici même d'ailleurs, on avait fait un talk sur les foldables, et c'était un des problèmes qu'on avait eu, je crois d'ailleurs, dans notre démo en live, justement, parce qu'à cause de l'UI du navigateur, il y avait des choses qui débordaient un peu. Du coup, voilà, maintenant on a DVH qui peut nous sauver sur ce genre de problème-là. Un autre truc qui paye pas de mine, mais qui est souvent pénible un peu en CSS, c'est lorsqu'on doit respecter des aspects ratios. Il y en a parmi vous qui se sont déjà amusés à essayer de faire des embeds de vidéos responsives. Je ne sais pas, par exemple, mettre une vidéo YouTube, mais faire en sorte que ce soit responsive, quelle que soit votre taille d'écran. Il y en a qui s'amusent à faire ça. Du coup, ça devrait vous parler, ce genre de code, de bout de code qu'on avait avant au début, pour dire quand on veut garder l'aspect ratio, on est obligé de faire une espèce de calcul savant et de faire des petits tricks en mettant la hauteur à 0 et en jouant sur le padding top ou bottom, en calculant l'inverse de l'aspect ratio. Bref, des trucs où on peut se faire un mal à la tête au bout d'un moment. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, parce qu'avec la propriété aspect ratio, tout simplement, on dit ce qu'on veut et ça va s'appliquer. Donc ça, déjà, c'est ouf. Quand on fait des vidéos, ça simplifie quand même le code et surtout, ça le rend plus lisible. Mais ça aussi, d'autres avantages. Je vais faire une petite démo. On va la retrouver avec un petit chat mignon. Un truc tout bête. Problème qu'on a la plupart du temps dans le web, c'est que tout va bien souvent quand on a une bonne qualité de réseau, mais il y a des fois, les choses se passent pas bien. Par exemple, quand le réseau tout simplement marche pas ou qu'il est un peu long. Typiquement, là ici, mettons, j'ai mon image ici qui est carrée, mais si l'image est pas bonne et qu'elle charge pas, on a ça. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, vous êtes en train d'être sur un site de news, vous lisez votre paragraphe et puis d'un coup, pouf, ça pop parce que les images se chargent au fur et à mesure. Il n'y a rien de plus pénible, je sais pas vous, mais moi ça m'horripile quand je suis en train de lire et que d'un coup j'ai le texte qui saute. Ça, le problème, c'est que l'image, quand elle est chargée, on sait bien la taille qu'elle a. Là, j'ai voulu faire une petite image qui prend la largeur, mais tant qu'elle n'est pas chargée, en fait, on ne sait pas la place que ça doit prendre. Du coup, si on lui met ici un aspect ratio, encore ce problème d'AZERTY. Si on lui met ici un aspect ratio, mon image était carrée, donc je peux lui dire c'est un aspect ratio de 1. J'ai pas ce problème-là. L'image n'est pas chargée, ok, très bien. Et puis quand elle est chargée, elle arrive, et puis j'ai pas mon texte qui saute, j'ai pas de souci, et tout est bien respecté. Et puis ça évite aussi des fois d'avoir des images déformées parce que je sais pas, la hauteur a été mal setée ou autre. Voilà, vous pouvez forcer comme il faut, avoir des beaux chatons dans vos designs. Les beaux chatons, c'est important. C'est toujours important d'avoir un bon chaton. Un autre truc aussi assez sympa, alors je parlais sur des petits cas d'usage, mais c'est des trucs pénibles qu'on a pu rencontrer à l'occasion. Je vais parler de Focus Visible. Est-ce que j'ai une démo ? Oui, ouais. Toujours une petite démo. C'est la suivante. Alors, est-ce qu'il y en a aussi qui ont déjà bossé avec des designers et qui ont déjà eu la demande ? Moi, je sais que j'ai déjà eu plein de fois pour dire, notamment il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, Chrome avait rajouté un espèce de truc par défaut sur tous les boutons, les champs, pour rendre l'utilisation, notamment pour les personnes qui utilisent beaucoup la navigation clavier, plus accessible. Ils avaient rajouté un espèce de gros halo bleu de focus autour des éléments. Ça parle à des gens, ça
Et notamment, je l'ai mis en orange pour la démo, ça faisait des trucs comme ça, genre on clique sur un bouton ou un lien et on a un gros carré qui se met autour. C'était pas super beau. En général, on en a un designer qui vient vous taper sur l'épaule et dire c'est quoi ce truc dégueulasse? Moi, c'est pas ce que je veux dans mon design, faut me cacher ça. Et ça, le problème, c'est que c'est pas top, c'est que si on enlève ça, quand le jour où vous avez quelqu'un qui a besoin de la navigation clavier, il a aucun repère pour savoir où est-ce qu'il est sur l'écran. C'est quand même important d'avoir des applications accessibles aujourd'hui, ça sert quand même dans pas mal de cas. Pour rendre tout le monde content, aujourd'hui, en fait, on a Focus Visible qui permet de faire en sorte que j'ai toujours ici mon halo, par exemple, quand j'ai un champ, on pourra le faire plus joli, mais le navigateur va être assez malin et dire, par exemple, ici, quand je clique sur un lien ou un bouton, j'ai pas besoin du halo. Par contre, si je me balade au clavier, je vais quand même bien le garder. Donc c'est ce que je fais ici en mettant tout simplement sur tous mes éléments, je lui mets une outline pour rendre ça visible. Donc ça veut dire que là, on a à la fois les designers qui sont contents et à la fois les utilisateurs qui, eux, n'auront pas de soucis lorsqu'ils voudront utiliser votre application au clavier. Donc encore un petit détail, mais qui change quand même pas mal de choses pour tout le monde et qui rend les choses beaucoup plus simples. Puis là, on va commencer à rentrer un peu dans le domaine des fonctionnalités plus expérimentales qui marchent pas partout. Expérimentales, oui. Vous avez vu au début, Yoann nous a montré un des premiers slides, il y avait énormément de choses. Et effectivement, en CSS, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Vous allez sur le site d'Interop et vous voyez que tous les ans, il y a, je sais pas, une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine de fonctionnalités qui arrivent. Et on peut pas vous parler de toutes les fonctionnalités parce qu'on a un temps limité. 10 minutes encore. Et du coup, on a chacun choisi un petit peu notre petit coup de cœur. Et moi, je voulais vous parler des View Transitions qui, effectivement, marchent sur les navigateurs Chromium aujourd'hui, mais qui, on espère, arriveront sur les autres bientôt. J'ai choisi celle-là parce que, comme je l'ai dit tout au début, moi, j'ai souvent été très jaloux des développeurs mobiles qui pouvaient faire des animations de ouf. Et notamment quand ils changeaient de vue. Vous savez, vous avez cette vue en liste, ils cliquent dessus et nous, ça change de page juste. Eux, ça fait un zoom et ça arrive sur le nouveau en grand et on fait... C'est ça que je veux. Et du coup, maintenant, avec la View Transition API, on peut faire ça. Hop, je vais vous montrer ça. Tac. J'ai une application là, application basique, vous voyez une partie de mon équipe, c'est cool. J'ai une application et l'idée, c'est aujourd'hui, quand je clique sur un lien, voilà, j'ai une nouvelle page qui s'ouvre. Super, rien de bien révolutionnaire. Et en fait, avec la nouvelle attention, on va passer en AZERTY avant que je fasse une bêtise. La nouvelle View Transition API, ce qu'on a, c'est il y a un peu de JavaScript, c'est pas que du CSS. Il y a des discussions en ce moment pour enlever complètement le JavaScript ou vraiment le rendre optionnel. Mais aujourd'hui, il y a besoin d'un petit peu de JavaScript. Mais ça reste très basique. C'est-à-dire que la seule chose à faire finalement, c'est de faire un Start View Transition. Et en fait, ce qui se passe quand je fais un document de .start View Transition, c'est que mon navigateur va prendre l'espèce de snapshot de l'état de ma page, va prendre la prochaine page et va comparer les deux et va appliquer un effet de transition. Et une fois que l'effet de transition, il a bien tout compris ce qu'il allait faire, etc., il renvoie un callback sur lequel, là, c'est là que vous faites votre changement de page. Ouais, c'est du vanilla JavaScript. Si vous faites du Angular, React, Vue, peu importe, c'est là, finalement, où vous faites le changement de page. Bon, Olivier, je crois que c'est plus clair si tu montres. Ouais, je vais montrer, ça va être beaucoup plus clair. Donc là, voilà, j'ai juste importé ce petit JavaScript. Et finalement, si je retourne là, maintenant, j'ai un petit effet de... Hop, j'ai un petit effet, vous voyez, de fondu qui arrive. Et en fait, ça, c'est l'effet par défaut. Si jamais je ne stylise pas, c'est l'effet que j'ai par défaut. D'ailleurs, si jamais, hop, on va mettre un... Si vous ne connaissez pas, dans les DevTools, il y avait un talk hier sur les DevTools. Dans les DevTools, on peut débugger les animations, c'est super sympa. Donc maintenant, si je clique effectivement sur un lien, hop, on va les débugger l'animation. Et vous voyez que si je rejoue l'animation doucement, vous avez ce petit effet de fade in, fade out. Et en fait, ce qu'on voit quand on a le petit pause sur l'animation, c'est que vous voyez sur le HTML en haut, vous avez un nouveau sélecteur CSS qui s'est mis. View Transition, et si on regarde ce qu'il y a dedans, vous avez deux propriétés. Une qui est le View Transition Old, qui est ce qui va se passer sur l'ancienne page, et le View Transition New, qui est ce qui va se passer sur la nouvelle page. Et par défaut, si on regarde, on a on a un fade out sur le out, et on a un fade in sur le nouveau. Donc ça c'est cool, c'est que du coup on se dit, mais si il y a des sélecteurs CSS, ça veut dire qu'on peut le styliser. Et du coup après on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que je vais prendre une autre démo, hop, ici. J'espère quand même que tu vas nous montrer quelque chose d'autre que du fade-out quand même pour parler de tout ça. Ouais. T'inquiète pas, des trucs super cool que vous n'allez pas utiliser. Mais non, mais des choses qui font cool en démo, mais tu dis non, je ne vais pas faire ça sur ma page. Donc voilà, là j'ai la même page. Et ce que j'ai fait du coup, c'est de me dire, ce qui est cool, c'est que vu que je peux le styliser, je vais dire sur mon View Transition Old et New, je vais mettre ma propre animation. Et donc là, j'ai créé une animation qui fait finalement un zoom out
et un flip out, et un zoom in, et un flip in. Et là, vous dites, il va faire un truc qui tourne et tout. Eh bien oui, super animation que vous n'utiliserez pas tous les jours. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, vu que je peux styliser, je peux faire des effets comme ça. Et quand je change de page, j'ai un petit effet. Je disais, c'est cool pour la démo, mais jamais vous allez faire un site web qui fait ça. Et de la même manière, si je veux le débugger, hop, là, vous voyez que j'ai mon animation. Et donc là, on voit toutes les animations avec le petit fade in, flip in, zoom out et zoom in qui se passe. Et donc là, c'est effectivement tout ce que moi j'ai écrit là-haut qui se sont mis sur les transition all. Voilà mon animation qui s'est mise là. On peut faire des choses comme ça. Un autre truc cool qu'on peut faire, et j'en parlais tout au début, c'est comme dans les applications mobiles, ce qu'ils font. Quand on clique sur quelque chose, finalement, on a l'impression que c'est cet élément-là qui arrive directement sur la nouvelle page. Ben, ça, on peut le faire aussi. Et donc, troisième démo. Donc pareil, même code. C'est juste que dans mon CSS, je vais définir une nouvelle propriété qui s'appelle ViewTransitionName sur certains éléments. Par exemple, là, dans mon HTML, j'ai un badge, j'ai une image, j'ai un nom, etc., plein de choses au-dessus. Et je vais dire, bah voilà, le badge, je dis que c'est un ViewTransitionName, je lui donne un nom badge. Je vais faire pareil pour l'image, qui est la photo de la personne. Et en fait, en mettant le même nom, le même ViewTransitionName sur la première page et sur la deuxième page, il va savoir finalement qu'on fait référence au même élément. Et là, vous voyez où je veux en venir. C'est qu'il va directement lui faire une transition à lui. Ce qui fait que j'ai une page comme ça, et quand je clique, je vais avoir ce petit effet de zoom. Vous l'avez vu? Il est cool, hein? Hop, on a l'impression que c'est l'image finalement qui zoome. Et effectivement, si je pars pareil sur le petit debug de mon animation, hop, et que je la joue, vous voyez qu'on a cet effet de zoom. Alors, on pourrait le faire sur le prénom aussi, qui pourrait migrer en haut, etc. Mais là, je l'ai fait sur le badge. Vous voyez, donc, le badge zoom, l'image, la photo zoom aussi. Et on a l'impression du coup que c'est la même qui arrive entre les deux pages. C'est juste que le navigateur a bien compris que c'était la même chose. Et du coup, vous faites la transition entre les deux. Donc, on peut avoir ce genre d'effet qui est quand même super cool. Et après, c'est the sky is the limit. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des trucs qui tournent et qui arrivent après au bon moment, au bon endroit. Bref. C'est vous qui voyez. Voilà, View Transition, donc c'est pas encore super sec dans les navigateurs. Il y a encore beaucoup de choses qui changent. Oh, on a fait des démos. Beaucoup de choses qui changent. On vous en parlait au début. Les discussions se passent sur GitHub. Vous pouvez aller donner votre avis, donner des feedbacks avant que ça arrive chez d'autres navigateurs et que ça soit bien spécifié. C'est mon petit coup de cœur. C'est cool comme truc. On va changer un peu de registre. Et Yoann qui parle de couleurs en coup de cœur. Ah oui, voilà, moi je continue dans les couleurs. Hein. En plus, je vais prendre la continuité de la démo que je vous ai montrée tout à l'heure. Je parlais d'un truc que moi j'attends vraiment qui commence à arriver pour finalement me débarrasser complètement de SAS. Je vous disais tout à l'heure, on remonte. Hein. On a les variables en CSS avec les custom properties, on a le nesting, on a les composantes de couleurs. Il manque un dernier petit truc. C'est pouvoir de gérer comme il faut justement le contraste entre les couleurs. Et ça, malheureusement, alors je vais vous faire une démo quand même, hein, mais ça marche dans quasiment aucun navigateur, à part Safari derrière un flag. Et encore, pour l'avoir testé, c'est très facile de le faire cracher en 2 secondes. Mais je vais quand même vous montrer un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais ma belle palette. Alors, je ne sais pas vous, mais les 2 derniers, c'était un peu compliqué de lire du noir sur un background de couleur foncée. On a un peu des soucis de contraste. Et quand on définit justement des thèmes de couleurs, on aimerait bien pouvoir calculer justement nos couleurs de contraste automatiquement. Notamment, on va parler aussi un petit peu d'accessibilité, mais pas que, juste pour rendre ne serait-ce que le truc lisible. Alors ça, on pourra peut-être le faire bientôt un peu de partout, grâce à, justement à une fonction qui s'appelle Color Contrast, où tout simplement on lui donne la couleur du fond, et on lui dit versus une liste de couleurs, ça peut être 2, ça peut être plus, prends celle qui aura le meilleur contraste dans la liste que je te donne. Donc par exemple, je lui dis ici, sur ma couleur de fond donnée, tout simplement, tu vas prendre entre noir et blanc la couleur pour mon texte qui aura le contraste le meilleur derrière qui sera appliqué. Donc tout simplement, tout à l'heure quand j'avais la démo, si je fais ça, si je rechange ici par exemple, si je set ma custom property background color pour chacun de mes différents éléments, tout simplement derrière la couleur elle va automatiquement s'adapter parce que j'ai changé cette variable-là, il va être capable de la prendre pour chacun de mes éléments. Donc quand je parlais de contraste, en général, un truc qu'on aime bien faire, vous connaissez peut-être ça, je ne sais pas où tu me l'as caché Olivier, il va être par là, le site du WebIM. Qui parmi vous déjà connaît ce site, juste pour savoir? Déjà quelques-uns, ça veut dire déjà il y en a pas mal parmi vous qui s'intéressent aux problématiques d'accessibilité. Alors ce site-là, tout simplement, et vous permettre de dire, pour une couleur de fond donnée, je ne sais pas, par exemple, tiens, je vais prendre du noir. Est-ce que mon bleu ici, si j'ai mon texte en bleu, est-ce que c'est lisible? J'imagine que non, déjà ça doit bien se voir là-dedans. Et vous avez le contraste ratio.
Alors il y a des normes pour ça, notamment sur les notes d'accessibilité WCAG. On a 2 niveaux de normes, ça veut dire ça fail. Pour passer le premier niveau, il faut au moins un contraste de 4,5. Donc là, typiquement, il va falloir que, je ne sais pas, j'aille chercher quelque chose d'un peu plus clair. Et là, OK, alors peut-être un peu trop clair pour... voilà. Ici, par exemple, mon bleu, il va passer la première norme. Pour avoir la triple A, alors pour passer la première norme, il faut un contraste ratio de minimum 4,5. La deuxième, ça va être 7,5. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. J'en profite aussi pour vous montrer... Attention, QWERTY. C'est bon, je vais repasser. Dans les DevTools, un truc assez sympa, c'est que si vous baladez sur un élément, par exemple ici, alors là c'est un peu tout petit, on peut voir que vous avez le même outil en fait de contraste derrière qui vous indique le contraste ratio. Et on le retrouve aussi normalement, si je me balade, si je clique là, hop, est-ce qu'on va réussir à l'afficher ? Vous pouvez faire un truc aussi sympa. Voilà, ici, vous avez la couleur. Quand on clique dedans, vous avez ici le contraste ratio qui s'affiche directement dans vos DevTools. Donc, pas besoin d'aller ouvrir ce site-là à chaque fois. Et notamment, par exemple, ici, on voit que il passe la première norme à AA et la AAA, il ne la passe pas. On peut faire un truc sympa. On peut cliquer dessus et on peut faire générer justement une couleur qui passerait. Il va tout seul me générer une couleur qui correspond à un minimum de contraste ratio de 7 pour que ça valide, pour que ce soit lisible. Bon, ça, ce qu'on aimerait bien sûr, c'est le faire automatiquement. Et c'est là où, justement, on aurait bien besoin de cette propriété ici, contraste ratio. Je l'ai eu. Non, color contrast ici, qui permet de faire ça tout simplement, où vous lui donnez votre couleur de fond, vous lui donnez les couleurs derrière avec lesquelles vous voulez contraster, il va être capable tout seul de le faire. Et logiquement, on va regarder ça, si j'y arrive. Si je change la couleur ici, s'il veut bien, par exemple, je ne sais pas, hop, on va s'amuser à prendre du violet. Derrière, voilà, normalement, il recalcule tout seul pour être sûr. Est-ce que j'arrive à... Je ne sais pas si j'en mets une plus foncée ou plus claire. Est-ce qu'on va réussir à... je crois qu'il faut... On va voir l'astuce. Je vous ai dit, ça ne marche pas encore dans les navigateurs. Donc, pour le faire marcher, heureusement, on a toujours pareil. Quand ça ne marche pas en CSS, des fois, on peut faire des petits bouts de code JavaScript pour s'en sortir. C'est ce que j'ai fait là. Je vous l'ai mis après dans les slides. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que pour chaque élément, on récupère la couleur et on va setter une custom property pour déterminer la bonne fonction de contraste. Donc ça, c'est ce qu'on fait à la main. Bientôt, j'espère, ce sera disponible dans le CSS. Et l'idée, c'est que tout simplement, on puisse calculer automatiquement les bons contrastes pour que notre site, nos textes soient toujours lisibles et au mieux accessibles. Alors, quand on parle d'accessibilité, juste se baser sur du contraste comme ça ne suffit pas toujours. Si je reviens sur les slides derrière. Donc ça, c'est le bout de code JavaScript. Je vous l'ai mis là, si ça vous intéresse de creuser un peu plus. Voilà, un petit polyfill gratuit. C'est de parler, le contraste, c'est bien, mais si on veut vraiment rendre notre site accessible, on doit s'adapter aussi aux différentes visions de tout le monde, et tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de contraste. Et par contre, on a une propriété qui, elle, existe déjà dans nos navigateurs qui vous permettent de faire ça. Donc, via une media query spéciale, en fait, tout simplement, on peut déterminer la préférence de l'utilisateur. Donc, en général, s'il y a des utilisateurs qui ont besoin de plus de contraste, ils vont pouvoir setter une option dans le navigateur, ou à l'inverse aussi moins de contraste. Parce qu'on peut avoir la propriété more ou less là-dessus. Donc en général, quand on fait nos sites web, la plupart du temps, les designers, parce que sinon on les embête un peu trop, ils vont souvent viser la norme AA, qui est un peu la plus facile à voir avec un contraste ratio de 5, pour avoir... alors j'ai mis 8.1, c'est 7. Là, oui, j'ai 8.1 avec ça, mais c'est 7 minimum qu'il faut viser pour avoir le triple A. Et des fois, c'est compliqué quand il faut que ça fitte avec la charte graphique et tout. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'adapter aux utilisateurs qui, eux, le demandent explicitement, dire OK, moi je m'en fous de la charte graphique, je veux quand même juste pouvoir lire le texte, je veux pouvoir que ce soit accessible. Donc on peut spécifiquement cibler les personnes qui ont des besoins plus forts en contraste avec cette media query-là, préfère contraste more, et changer éventuellement le thème de couleur en fonction de ça. On peut aussi faire l'inverse. Il y a des utilisateurs pour qui trop de contraste, c'est agressif pour les yeux. On a besoin de moins de contraste, donc on a aussi le préfère contraste less. Et dans ce cas-là, on peut atténuer aussi le thème de couleur via d'autres astuces. Donc voilà, juste pour dire que ça, par contre, autant le color contrast automatique, on n'y est pas encore, autant pouvoir adapter le contraste à tout le monde, ça on peut déjà le faire et le prendre en compte dès aujourd'hui. Je crois que tu voulais faire ta petite démo bonus. C'est des fois du temps en fait. Ça va le faire. Est-ce que j'ai vu qu'elle était ouverte non, parce que je vous ai parlé des transitions, effectivement. Et il y avait une petite démo qui était ouverte là. Ici. À la fin. Trop de choses. Qu'est-ce qu'on en a fait des démos? Ok. On parlait des view transitions tout à l'heure. Ça, c'est effectivement une petite application qui a été faite, pas par moi,
On peut voir les vues de transition, on peut avoir ce genre de petit effet, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Vous avez une page avec effectivement des musiques, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page sur laquelle vous avez la playlist et vous avez ce petit effet qui marche aussi sur les vidéos, c'était pour vous montrer ça. Voilà, tac, on passe sur les slides rapidement, tac, 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 pour finir. Hop, quelques ressources, vous pouvez aller voir, il y a pas mal de choses sur web.dev, si vous ne connaissez pas site web.dev, allez dessus, il y a énormément de choses, beaucoup d'articles de blog, des codes samples, notamment sur les vues de transition, il y a un énorme article avec plein de codes samples. Développeur.mozilla.org, bien sûr, c'est là où vous avez toute la documentation, CSS, JavaScript, pour faire du web. Une autre petite, je vous ai dit que j'avais commencé à m'intéresser à CSS grâce à une chaîne YouTube. C'est la chaîne de Kevin Powell qui fait plein de trucs super cool, des trucs vachement utiles, des trucs moins utiles, mais quand même super cool en CSS. Non, mais il fait des dessins animés en CSS, enfin des trucs complètement. Donc voilà, si vous aimez le CSS, allez voir. Des fois, c'est même juste sympa à regarder ce qu'il arrive à faire. Et puis on arrive à la fin, on est bien. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous vous êtes dit que le CSS était quand même super cool encore et que vous allez expérimenter tout ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Merci.